Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis là pour une petite demi-heure sur les ateliers et le parcours emploi, les ateliers de femmes en EA et en ESAT 2021. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Nous allons aussi échanger avec Anne-Claude et Odile. Et donc je vais commencer par demander à Odile de bien vouloir se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Odile Kitio, je suis chargée d'insertion professionnelle à l'ESAT Les Neufliers et j'accompagne les travailleurs qui ont reconnaissance handicapée en milieu protégé. Très bien. Où se situent les AT? L'ESAT Les Neufliers, nous travaillons sur deux sites, dont un des sites se situe à Fouqueux, non loin de Saint-Germain-en-Laye, l'ESAT Les Neufliers, et le deuxième site, l'ESAT Les Coulis, se situe à Château. Ils sont Très tous bien. dans le département de 78. Très bien, merci. Et donc Anne-Claude, bonjour à vous, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour. Oui, donc je suis Anne-Claude Frayon-Cohen, je suis responsable du développement médico-social au sein du pôle accompagnement professionnel de l'association Avenir APUI, donc situé sur le nord des Yvelines. Ce pôle comprenant 5 établissements, comme vient de le dire ma collègue, un site sur Fourqueux-Saint-Germain-en-Laye, les AT, les Néfliers, qui comprend également une section d'adaptation spécialisée pour accompagner les personnes les plus fragiles au travail, un ESAT et une SAS sur les Courlis à Chatou et une entreprise adaptée. Donc au total, 250 personnes en situation de handicap accompagnées vers et par le travail. Et plusieurs métiers, mais je crois que, on va parler de tout ça pendant la demi-heure. Et alors Isabelle, qui êtes-vous ? Où travaillez-vous ? Je crois le savoir, mais vous allez nous le dire. Alors, je suis Isabelle Le Charpentier, je suis conseillère entreprise auprès du Pôle emploi de Saint-Germain-en-Laye. Donc, on travaille sur 12 communes. Donc, j'aide les entreprises dans leur recrutement sur ces 12 communes. Et sur ces 12 communes, nous avons 2 ESAT et 2 entreprises adaptées. Et nous travaillons plus particulièrement en partenariat donc avec les AT des Néfliers, qui est notre voisin, puisque Fourqueux-Saint-Germain, c'est maintenant la même commune. Alors, de quoi allez-vous nous parler pendant cet atelier ? Alors, je vais vous parler en fait de la manière dont on peut intervenir pour les recrutements en ESAT, puisque moi, mon cœur de métier, c'est effectivement d'assister les entreprises dans leur recrutement. Et les ESAT ou les entreprises adaptées sont aussi confrontées à des difficultés de recrutement, parfois sur certains métiers. Donc, sur les entreprises adaptées, on peut faciliter les recrutements pour des travailleurs handicapés, puisque là, on peut intervenir, ce sont des travailleurs. Pour les ESAT, ça va être le sujet que l'on va développer. Nous intervenons uniquement sur le personnel d'encadrement et le personnel opérationnel, puisque je vais après passer la parole à Anne-Claude, qui va nous expliquer l'organisation d'un ESAT et en fait comment sont sélectionnées les personnes qui vont travailler en tant que travailleurs handicapés et sur lesquelles nous n'intervenons pas. Alors le frein ou la problématique principale en préparant cet atelier, vous m'en avez parlé, c'est qu'en fait on connaît mal ces structures et encore parfois même pas bien les métiers. Tout à fait. Et les compétences. Exactement. Dans ces structures. Il y a sur le marché des personnes qui souhaiteraient travailler dans le secteur social et qui envisagent que c'est impossible, qu'ils n'ont pas la formation, qu'ils n'ont pas les compétences, qu'ils n'ont pas les moyens de s'orienter vers le travail social. Il y a beaucoup de personnes qui, après une certaine carrière, cherchent à donner du sens à leur carrière. Je crois que c'est dans l'air du temps de donner du sens. Et tant mieux. Et les ESAT offrent ces opportunités, en fait, et personne ne les connaît, ni sur la... personne, j'exagère. Pas assez. C'est pas assez connu, ni sur la capacité que ça offre, ni sur les possibilités que ça offre pour les personnes handicapées d'avoir une activité, et c'est vraiment magique de ce point de vue-là, ni sur les possibilités de s'investir dans le travail social pour des personnes qui travaillent en milieu ordinaire et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. Très bien, très bien. Donc on a 2 témoins aujourd'hui que vous avez invités et qui vont nous raconter un petit peu tout ça dans leur vécu. Voilà, nous avons donc Anne-Claude Frayon-Cohen, qui est la responsable médico-sociale des ESAT, comme elle l'a indiqué. Et je lui propose de présenter plus en avant les AT des Néfliers et les dispositifs d'insertion. Alors Anne-Claude, expliquez-nous ce que vous faites et toutes les compétences qu'il y a chez vous.
Alors, les athlètes néfliers, c'est un agrément pour 130 personnes en situation de handicap, orientées par la MDPH. Donc, toutes ces personnes ont une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés et une orientation en travail protégé. C'est-à-dire que ces personnes sont en capacité de travailler, mais pas de travailler en milieu ordinaire. Les ESAT sont des structures médico-sociales, hein, qui ont une double mission, une double vocation. La vocation économique, hein, puisque nous sommes face à des clients, nous sommes sur des marchés, nous avons des productions, des cahiers des charges à respecter, et une vocation médico-sociale, puisque en tant qu'établissement médico-social, les personnes handicapées ne sont pas salariées, embauchées en ESAT, mais elles sont bien accueillies sur orientation de la MDPH. Et il se trouve que nous leur proposons un accompagnement adapté en fonction de leurs besoins et de leurs difficultés, de leurs compétences également, et de leurs envies professionnelles. Voilà. Donc, à nous, au sein de nos établissements, d'allier cet accompagnement professionnel, ce développement des savoir-faire, des compétences et l'accompagnement médico-social très spécifique avec des métiers voilà, bien définis tels que psychologue, assistante sociale, chargée d'insertion, d'infirmière, etc. pour encadrer au mieux ces personnes qui présentent une fragilité et qui travaillent par ailleurs dans nos établissements. D'accord, donc ça c'est le cadre et on comprend bien qu'effectivement ce sont des gens qui ont des activités professionnelles. Il y a le statut qui est effectivement un peu différent, voire même très différent dans un ESAT, puisqu'effectivement, là, vous l'avez rappelé, les gens ne sont pas salariés, contrairement à une entreprise adaptée. Néanmoins, on parle bien de compétences, d'activités, j'imagine, de formation, etc. Donc, parlez-nous un petit peu des métiers et des activités dans vos structures. Alors, dans nos structures, ayant la chance de travailler en pôle, on a une force de frappe et de capacité de réponse multipliée par deux. Donc, on a une dizaine de métiers qui sont développés, qui vont du conditionnement. Alors, on peut conditionner différents produits, c'est vraiment en fonction des demandes des clients, aux activités d'espace vert, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Nous avons également un food truck qui intervient en ville, en entreprise, lors de journées spécifiques dédiées handicap, ou pour des brocantes, des salons associatifs, etc. Nous avons également une reprographie, une activité de mailing, une repasserie sur Fourqueux qui est ouverte au public. Voilà, donc nos métiers évoluent aussi en fonction des besoins et des demandes des clients qui sont en face de nous. Vous venez de l'expliquer, et souvent, on dit que les métiers ou certains métiers sont méconnus dans ces structures, mais je trouve que là, il y a aussi une méconnaissance de votre capacité à avoir comme ça des compétences et des métiers divers, ce qui n'est pas simple pour piloter ce type de structure, ce qui veut bien dire qu'en fait, il y a tout un tas de compétences et d'accompagnement sur les compétences que vous proposez, et vous pouvez donc répondre à tout un tas de demandes et d'entreprises. Alors, je ne sais pas si vos clients sont des collectivités ou aussi des entreprises privées ou les deux, mais j'imagine que quelque part, il y a cette capacité d'innovation. C'est ce que je voulais dire, qu'on connaît mal aussi de ces structures. Vous êtes capable de proposer des choses, même si elles n'existent pas clé en main aujourd'hui. Tout à fait. On a des exemples très concrets avec un client qui, il y a quelques années, a tapé à notre porte à l'ESAT des Néfliers en disant, voilà, je vais lancer ma société de vente de produits d'épicerie fine en ligne. Je ne sais pas ce qu'on peut faire ensemble, je ne sais pas où stocker, je ne sais pas comment ça va marcher, mais j'ai très envie de travailler avec vous. Et donc, ce projet a été monté vraiment main dans la main avec ce client. Il se trouve qu'aujourd'hui, son stock de produits se trouve à l'ESAT Les Néfliers, dans nos locaux, géré par une équipe de travailleurs en situation de handicap. Et que lorsque on commande sur son site, les commandes arrivent chez nous et ce sont nos travailleurs qui préparent les commandes et l'expédient. Voilà, on a pu déployer tout un tas de compétences. Ils ne pensaient pas forcément faire appel à nous pour ça, mais on a pu imprimer les étiquettes de ces produits à coller sur les pots. Donc, du coup, ça fait du conditionnement pour d'autres ateliers parce que les étiquettes, une fois imprimées, vont être collées. Les pots d'épices vont être remplis également. Voilà, donc c'est une adaptation totale aux besoins des clients. Et demain, on est capable de s'adapter aussi à d'autres demandes, en sachant que nous avons
une attention particulière, tant auprès de nos salariés, mais auprès de nos travailleurs, sur les aspects de formation. C'est-à-dire qu'on forme beaucoup les gens. Si, il y a des métiers qu'on doit développer demain ou des solutions qu'on est en train de réfléchir pour les proposer aux clients, alors on mettra en place des formations pour que nos bénéficiaires soient le plus autonomes possible, puisque c'est eux qui travaillent pour ces clients-là. La formation, je pense qu'effectivement, ça fait partie de l'ADN dans les ESAT. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme vous êtes là toutes les deux, on n'associe pas forcément un ESAT et la structure Pôle emploi. Alors, vous allez peut-être nous raconter comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes venus finalement aujourd'hui à collaborer et peut-être travailler au quotidien ensemble. Oui, alors en fait, effectivement, nous, on ne se dirige pas spontanément vers les ESAT puisqu'on n'a pas d'intervention, comme je le disais, sur les recrutements des travailleurs handicapés. Néanmoins, nous avons été sollicités par Madame Danielle Ruff, qui est la directrice de l'ESAT, et qui avait du mal en fait à recruter sur un personnel encadrant, sur des personnels encadrants que sont les moniteurs d'atelier. Puisque, comme l'explique Anne-Claude, les travailleurs handicapés sont mis en situation de travail et doivent produire, il y a un intérêt économique à produire. Bien sûr, il faut le rappeler. Absolument. C'est pas du bénévolat, c'est vraiment que ça rentre... Ni du mécénat. Ni du mécénat, ça rentre vraiment dans une chaîne de production. Et c'est d'ailleurs l'intérêt pour les travailleurs handicapés, c'est qu'ils font partie de la société qui produit. Et je pense que pour eux, c'est important. C'est pas un foyer occupationnel, ça n'a rien à voir. Il faut reconnaître. Voilà, donc il y a besoin de personnel pour encadrer ces équipes de travailleurs handicapés. Donc, qui sont ces moniteurs d'atelier ? Eh bien, ce sont des gens qui ont des compétences professionnelles sur un métier, sur un exercice. Donc, on parlait de l'atelier reprographie, du jardinage, du food truck, le conditionnement. Donc, il y a une chaîne de production avec un encadrant qui doit maîtriser le métier et maîtriser l'encadrement d'une manière générale et maîtriser aussi le respect des plannings, la mise en place des outils de production pour pouvoir produire en temps et en heure le service ou le produit attendu. Quand on parlait des personnes qui livrent les épices, le producteur, il faut que ces épices soient livrées en temps et en heure chez ses clients, autrement il perd ses clients. Donc il veut bien faire appel à l'ESAT, mais il a besoin que ce soit... Exactement, ce sont des clients. Un service acheté, donc un service qui doit être rendu. Ce sont des clients. Donc, ces moniteurs d'atelier sont des professionnels du métier concerné. Maintenant, la difficulté d'un moniteur d'atelier, c'est que c'est pas quelqu'un qui vient du médico-social, puisqu'en fait, c'est pas une formation reconnu comme moniteur d'atelier en ESAT. Ça s'adresse à toute personne qui travaille et qui est prêt à s'investir dans ce secteur-là. On parlait des métiers des ESAT. Anne-Claude est responsable médico-sociale, donc effectivement, toute la partie médico-sociale, ce sont des gens qui ont une formation adaptée, qui savent quel métier ils recherchent. Un moniteur éducateur, il a fait une formation de moniteur éducateur, il connaît son réseau, il connaît les ESAT de son secteur, il va savoir candidater. Et je pense que Anne-Claude et Odile pourront témoigner que les recrutements se font plutôt par le réseau sur ces recrutements-là. Et si jamais l'offre passe par nous, on a peu de difficultés à, en tout cas, trouver les personnes qui seraient susceptibles d'y répondre. Mais ça répond à des normes très strictes. Après, des normes très strictes en termes de formation. Après, on a tout le personnel, tous les postes administratifs où on va pouvoir avoir une secrétaire, un chauffeur pour transporter, un agent de maintenance pour les machines. Là, on s'adresse à des publics qui ne vont pas travailler pour l'encadrement des personnes handicapées. Donc, on s'adresse à des personnes qui, effectivement, cherchent un emploi et veulent travailler comme secrétaire, comptable, gestionnaire, que sais-je. Et puis, on arrive à ces fameux moniteurs d'atelier où là, Danielle Ruff était en souffrance pour recruter et nous a donc sollicité pour qu'on mette en place des modalités de recrutement.
Alors, quand vous dites en souffrance, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une problématique, c'est-à-dire de recruter sur le marché du travail classique, entre guillemets, mais peut-être une mauvaise compréhension ou pas connaître du tout, en fait, ce type de structure. Et donc, les gens qui auraient les profils et les compétences ne pensent pas forcément à aller dans cet univers en pensant que c'est pas pour eux, c'est ça? Exactement. En fait, les ESAT étant méconnus, il n'y a pas spécialement de candidature spontanée de moniteurs d'atelier. C'est très rare, hein, contrairement à d'autres postes. Et puis, quand on publie une offre, sous quel titre la publier, comment la publier, moniteur d'atelier, chef de service reprographie, chef de production, Pour repenser, On est vraiment sur un exemple à travail l'écran, par d'ailleurs. compétences. Alors effectivement, l'idée pour nous, c'est d'abord de partir des compétences. Donc, on a fait un vrai travail de recherche de compétences avec Daniel Ruff. Qu'est-ce qu'un moniteur d'atelier? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre pour réussir et aboutir dans son métier? Donc, vraiment déplier toutes les compétences pour essayer de trouver dans nos codes métiers les publics qui pourraient répondre. Et après, c'est là où Pôle emploi, nous, on a un intérêt, on peut être très utile. C'est qu'on a des personnes qui sont inscrites dans des métiers, dans des secteurs d'activité. Et ces personnes-là, on peut les informer. Alors, le plus simple, c'est pour nous quand même la campagne de mailing, parce que là, on s'adresse très largement à notre public. Et l'idée du mail, alors il faut faire un mail qui ait du sens. Parce qu'on s'adresse, par exemple, alors on avait à l'écran un exemple de mailing, c'était pour l'atelier repassage. Alors c'est pas le plus simple à pourvoir, l'atelier repassage, parce que déjà en temps normal, les pressignes, on a un petit peu de mal. Alors en plus, si c'est pour travailler en ESAT, ça devient un petit peu compliqué. Donc on avait vu avec Daniel Ruff qui pouvait répondre ce qu'on attendait comme compétences concrètement de ce moniteur d'atelier. Et donc, on a repris en fait ces compétences pour les mettre immédiatement en en-tête. C'est vous avez une expérience significative dans tel et tel et tel domaine, pour que les candidats qui reçoivent le mail se disent pas pourquoi on me propose un travail en ESAT, ils sont complètement fous, j'y connais rien. Pôle emploi a encore fait n'importe quoi. En fait, c'est ça, vous nous expliquez, vous avez dû échanger ensemble pour revoir un peu l'approche qui, du coup, il y a une sorte de délicatesse en fait à trouver pour remettre les arguments dans l'ordre. Voilà, exactement, pour que les gens sachent pourquoi on les interpelle. Quelles compétences font qu'on leur envoie ce mail, pour qu'ils ne se disent pas c'est une erreur, je le mets à la poubelle. Après, bien évidemment, on s'adresse à des personnes, toutes les personnes qu'on va solliciter. Enfin, quand on fait une campagne mailing, on cible large. Et on sait bien que sur les personnes qu'on va solliciter, il n'y a qu'une très petite partie qui va être intéressée. Mais c'est cette partie-là qu'on va chercher. C'est ceux-là qu'on va chercher. Donc, en fait, l'objet du mail, c'est effectivement de leur expliquer pourquoi on les sollicite et ensuite d'expliquer dans quelle mesure ils peuvent intervenir en ESAT et en quoi ils n'ont pas besoin d'une formation adaptée et d'une formation médico-sociale. Et même qu'ils n'ont pas besoin d'expérience du handicap. Alors, qui a pensé d'abord, c'est Pôle emploi ou c'est les ESAT qui a pensé à contacter Pôle emploi? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, parce qu'on parlait du déclenchement de la rencontre. C'est les ESAT qui a contacté Pôle emploi. Les ESAT de Fourqueux est vraiment très actif et très, très innovant. Hein. Mesdames Kitio et Frayan Cohen pourront témoigner. Il y a vraiment des opérations qui sont menées pour faire connaître cet ESAT. Et donc, c'est vraiment un ESAT très actif. Donc, c'est eux qui nous ont contactés en nous demandant de faciliter leur recrutement, ce qui est le métier de Pôle emploi, le métier initial de Pôle emploi. On peut peut-être leur demander d'ailleurs aujourd'hui, maintenant que vous connaissez bien Pôle emploi, c'est devenu un partenaire et dans vos recrutements, peut-être que ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui ça l'est. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Étant donné que, comme disait Isabelle, les établissements sont mal connus, les métiers sont mal connus, on a du mal à faire venir les gens jusqu'à nous. Toutefois, une fois qu'ils y sont et que les profils ont été bien affûtés par Isabelle et son équipe, alors ça se passe très bien et on a des salariés qui ont été embauchés chez nous en passant par le Pôle emploi de Saint-Germain.
Et à nous, après, à notre charge de bien expliquer et d'accompagner pour une prise de poste efficace et efficiente. C'est-à-dire que même si on arrive plein de bonne volonté et qu'on se dit OK, je me lance, Pôle emploi m'a expliqué, les AT m'a plu, j'y vais. Il y a quand même besoin d'acquérir un certain nombre de compétences et de réflexes qui sont propres à notre secteur. Donc, c'est à nous après de former ce personnel. Donc oui, Pôle emploi est un vrai partenaire. Et en parallèle, du coup, je vais laisser ma collègue s'exprimer là-dessus, un partenaire qui est rentré jusque dans nos ateliers vraiment auprès des personnes en situation de handicap. Puis nous avons été partenaires lors des duodés. Juste un petit mot avant de parler du Duodet, parce que c'est effectivement un exemple très intéressant. Aujourd'hui, en plus, Duodet, on connaît sa réputation et sa notoriété nationale. Une fois que le recrutement est fait, pour que l'audience, les gens qui nous écoutent comprennent bien, là, cette première étape, donc vous collaborez sur le recrutement, donc on a bien entendu. Mais on a aussi, en préparant cet atelier, évoqué la sécurisation, en fait, du recrutement. Vous avez évoqué que en fait, vous avez expliqué un peu vos spécificités, etc. Il y a de la formation, mais du coup, il y a une notion d'accompagnement une fois que le recrutement a été fait. Tout à fait. En fait, lorsqu'on a, nous, sélectionné sur compétences et qu'on présente les candidats, donc après, c'est effectivement l'atelier qui se charge de recevoir les candidats, d'expliquer le métier, de choisir, de sélectionner ces candidats, bien évidemment. Néanmoins, on fait appel à des personnes qui n'ont pas d'expérience dans le secteur du handicap. Sur les AT, les néfliers, c'est du handicap, alors je ne sais plus comment on dit, psychologique ou mental, enfin ce sont des gens qui sont en déficience. C'est pour ça que c'est important de parler de sécurisation de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un environnement en fait, qu'il faut comprendre et dans lequel il faut accompagner les gens. Tout à fait. Donc, on fait appel à des candidats qui n'ont pas obligatoirement une notion du handicap, ne sont pas familiarisés obligatoirement avec le handicap, même très souvent pas du tout. Et il faut s'assurer, ce sont quand même des équipes de travailleurs qui doivent produire, mais qui sont aussi en situation de fragilité. Donc, il ne s'agit pas de les mettre en plus grande fragilité. Au contraire, il y a vraiment tout un travail d'encadrement qui doit être mené pour le confort des travailleurs handicapés. Il y a aussi quand on va sur les AT, c'est passionnant de voir comment les managers doivent adapter le travail aux difficultés des travailleurs handicapés. Il y a des gens qui ont peur de la machine qui fait du bruit, donc on ne les met pas sur la machine, on les met en bas de la machine et on met juste ceux qui n'ont pas peur du bruit en haut de l'échelle pour mettre des choses très simples, mais qui nécessitent beaucoup d'intelligence, d'innovation et d'esprit d'adaptation. Et ça, il faut le vérifier sur pièce. Quand on a des personnes qui n'ont pas travaillé auprès de personnes handicapées, on n'est pas sûr qu'ils puissent s'adapter. Et puis de même que la personne qui va intégrer les AT, le manager qui va intégrer les AT n'est pas sûr d'être à même de remplir sa mission, peut se sentir mal à l'aise, peut se sentir déstabilisé. Et l'idée, c'est pas de les mettre en situation eux-mêmes de difficulté. Donc il faut vraiment une adaptation entre le manager et l'équipe qu'il va encadrer, et le poste et les AT, une bonne compréhension, vraiment que tout se passe bien pour tout le monde. Il faut que ce soit confortable pour tout le monde. Et donc, Pôle emploi intervient. Très bien, très bien. Ça veut dire que vous avez aussi connaissance chez vous de ces spécificités, parce que c'est d'une approche quand même particulière. On connaît souvent mal les services et toute la formation que vous avez vous-même chez Pôle emploi pour justement connaître un maximum de spécificités et donc pouvoir appréhender à la fois pour les candidats et à la fois pour les recruteurs leurs spécificités et y répondre aujourd'hui. Et là, on a un exemple. On a un exemple, effectivement. On a un travailleur... je crois que c'était un des premiers recrutements où nous devions recruter un moniteur de... Alors, c'est plutôt un chef d'équipe, pour le coup, puisque ça se passe en extérieur. C'est un chef d'équipe pour l'équipe de jardiniers. Et alors, jardinier, déjà, en temps normal, c'est un peu comme pressigne. C'est pas toujours le plus simple à recruter. Alors là, on a eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance sur ce recrutement-là. J'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire, si ce n'est le sourcing. Donc, encore une fois, on fait une recherche sur un code métier en essayant de trouver, avec les critères.
Et j'avais pas obligatoirement de quoi faire une campagne mailing, puisque quand on a moins de 20 candidats, le mailing n'est pas Faut cibler un peu quand obligatoirement même. très utile. Donc là, je m'étais donné la peine de lire dossier après dossier et de contacter les demandeurs. Et en fait, il y a un des demandeurs d'emploi, un jeune demandeur d'emploi, qui était inscrit comme jardinier, mais qui en fait venait de demander une formation pour être moniteur éducateur. Donc là, vraiment, Il y avait une c'était... tendance. C'était tellement simple et c'était tellement la personne dont on pouvait avoir besoin que je l'ai contacté. Je lui ai dit, plutôt que de faire une formation qui sera incertaine, où vous allez attendre le budget, où vous n'allez pas savoir où vous allez, vous avez des compétences, pourquoi ne pas les mettre en œuvre immédiatement au sein de l'ESAT? Et je sais que ce moniteur est toujours sur Parfait. sur le jardinage. Je crois ne pas faire d'erreur. Aux dernières nouvelles, il était encore dans vos équipes. Il est toujours là. Aux effectifs, il encadre une équipe de 8 travailleurs sur des chantiers d'espace vert. Tout à fait. Donc là, c'était un recrutement agréable et qui était vraiment facilité par son projet. Alors, on va encore aborder deux points pour mieux comprendre un peu toutes ces démarches et ces collaborations et l'efficacité de ces collaborations. Vous m'avez expliqué qu'en fait, il avait fallu mettre en place tout un système d'information et de communication, en fait, justement pour sensibiliser un peu plus largement à la fois les conseillers, mais aller, je crois, jusqu'à visiter les AT, enfin voilà, que ces choses-là soient bien appréhendées et mieux connues dans le détail, parce que demain... vous avez certainement d'autres cas qui vont se présenter et là, ça sera plus simple pour les recrutements. Alors effectivement, l'objectif, c'est aussi de faire connaître ces métiers-là. Nous, on travaille, Pôle emploi, on doit fluidifier les échanges entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Et comme je le disais, on a de nombreuses personnes qui cherchent aujourd'hui à donner du sens à leur carrière. Et l'intérêt, c'est vraiment de les faire connaître. Donc, on a organisé des visites pour les conseillers en placement, donc qui reçoivent les candidats, pour qu'ils voient in situ comment se passe un ESAT, comment sont organisés les ateliers. Plus facile d'en parler une fois qu'on les a visités. Voilà, exactement. C'est plus facile de faire part des compétences requises. Donc ça a été une des premières missions de Pôle emploi. J'espère qu'on le renouvellera. On a été bloqué par la période sanitaire, mais je compte bien retourner. On a des nouveaux conseillers, donc ce serait fort utile de renouveler l'opération. D'accord, donc dans le partenariat, ça va jusque-là, c'est vraiment bien se connaître, on l'a compris. Et alors du coup, vous poussez même, et là c'est notre dernier point, vous poussez même en fait à coopérer sur des opérations. Et là, je crois que vous allez nous parler d'une action qui a été menée, qui est ce fameux Duo Day 2020. Et oui. Je crois que c'est Odile qui va nous en parler. Alors, c'est effectivement Odile Kitio, avec laquelle je collabore beaucoup sur les opérations Duo Day, puisque nous nous sommes engagés à accueillir systématiquement un travailleur de l'ESAT, un ou plusieurs si possible, pour une journée d'intégration sur le Pôle emploi pour découvrir nos métiers. Donc Odile, peut-être pourrais-tu nous présenter les Duo Day qui sont passionnants? Oui, je vais vous présenter le Duo Day. Donc l'année dernière, nous avons mené une campagne de Duo Day et nous avons eu à travailler avec des associations, des entreprises qui ont joué le jeu. Donc, comment ça se passe? Il y a une plateforme qui est nationale. Les entreprises enregistrent les offres qu'elles souhaitent mettre en duo. Et nous, au sein de l'ESAT, nous faisons une réunion d'information collective à nos travailleurs pour leur expliquer c'est quoi la journée Duo Day. Donc, c'est une journée où une entreprise, si on prend le cas du Pôle emploi, inscrit ses offres qu'elle souhaite mettre en duo. Et moi, en tant que chargée d'insertion, je vais communiquer à mes équipes, leur expliquer comment ça va se passer la journée. Je vais inscrire les candidats en tenant compte des critères, par exemple, de distance, parce que comme c'est quelque chose de national, donc il faudra tenir compte de la distance qu'on aura à parcourir pour cette journée, des critères au niveau de l'offre qui est mise par rapport à l'adaptabilité de nos travailleurs. Et on va pouvoir mener l'action.
Donc, l'année dernière, nous avons eu à accompagner, il y a 12 volontaires, 12 personnes qui se sont portées volontaires. Alors voilà, Euh, j'allais vous poser la question. Du coup, pour les entreprises, on laissera les entreprises, pour celles qui connaissent le Duodet, peut-être y réfléchir. Mais pour vos candidats qui se sont retrouvés au Duodet, qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Ben, pour nos candidats, franchement, si je prends, en tout cas sur les 12 personnes, elles sont revenues de là très, très satisfaites. Il y en a particulièrement celle qui était au Pôle emploi. Elle a carrément gardé l'adresse mail de la personne qui l'avait accueillie et de temps en temps, elle pouvait se passer un petit bonjour. Elle avait hâte d'y retourner. C'est vrai que j'ai fait, bon, après, je lui explique que voilà, c'était pour une journée, mais les années d'après, on a continué. Bon, là, la crise sanitaire fait que ça a été un peu difficile cette année. Mais voilà, les personnes étaient très, très satisfaites de savoir qu'elles ont des compétences et que ces compétences, elles ont pu les mettre comment on va dire, elles ont pu l'exprimer dans le milieu ordinaire parce que c'est aussi ça, l'accompagnement, c'est permettre aussi aux personnes, même si elles sont en ESAT, de pouvoir un jour retrouver le milieu ordinaire si la santé le permet. Merci beaucoup et bravo, parce que 12 personnes, c'est beaucoup à l'échelle d'une structure. Donc bravo à vous pour cette opération. Alors on arrive au moment de la conclusion, Isabelle. Si vous aviez un message à passer, alors moi j'ai entendu en fait que c'est apprendre à se connaître. Parce que finalement, tout le monde y arrive et tout le monde se sert et en tire des bénéfices. Même si on est sur des spécificités, tout le monde a besoin un peu de l'autre. Et au final, il y a aujourd'hui un contexte dans le monde du travail qui fait que, effectivement, le grand monde de l'ESS, on va dire, peut attirer des gens qui ont des compétences qui peuvent être très utiles au monde du secteur protégé et adapté. Et puis, il y a le rôle de Pôle emploi qui parfois est méconnu, un peu comme les métiers dans les ESAT. Et vous êtes très proche en fait des entreprises et des structures, évidemment des candidats. Bon, je ne veux pas conclure à votre place, mais si vous aviez un message ou deux messages à passer et tirer peut-être de cette expérience qui est aujourd'hui un vrai travail au quotidien avec ces structures. Alors, c'est déjà effectivement de connaître, de communiquer vraiment autour des ESAT, puisqu'on imagine toujours, alors on est dans l'inclusion, donc on pense qu'il faut mettre toutes les personnes en milieu ordinaire. Or, pour certaines personnes, ce ne sera pas adapté. Et les ESAT sont vraiment un moyen d'inclure des personnes qui auraient quand même beaucoup de difficultés en milieu ordinaire. Et après, ça peut être une passerelle. Anne-Claude parlait des personnes qui étaient en situation de handicap lié à une maladie. Ça peut être une passerelle. On travaille avec Madame Kitio, qui est chargée d'insertion, pour ramener vers le milieu ordinaire, quand c'est possible, des personnes qui le peuvent. Donc vraiment, les ESAT, on a toujours une image un peu surannée de l'ESAT, du CAT, du balai-baillerie. C'est pas ça. Encore au fameux CAT. Non, c'est pas ça. Tout à fait. Quand j'ai visité, moi, ils faisaient des très beaux sacs à main où ils encadraient. C'était des très jolis sacs. J'ai pas acheté, c'était trop cher. Mais non, il y a vraiment un travail à façon qui est très intéressant et c'est une opportunité pour un grand nombre. Donc vraiment, il faut faire connaître ce travail, il faut développer ces structures. Elles le méritent et vraiment, on a des gens qui sont très très investis dans ce qu'ils font et qui font preuve de beaucoup d'ingéniosité. Donc vraiment, à solliciter. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci Anne-Claude, merci Odile d'avoir participé, d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qui se passe sur le terrain et tout cet engagement que vous avez, bienveillance au quotidien et les collaborations qui, au final, sont toutes au bénéfice des chercheurs d'emploi et des personnes en situation de handicap. Donc bravo à vous et merci d'avoir pris le temps. À très bientôt. Merci aussi.